Chers internautateurs et chères internautatrices, car les internautatrices, c'est important, bienvenue pour cette émission spéciale Strip Track consacrée donc aux éditions Varum, Vraum et autres d'ailleurs. Avec Monsieur Vendrille. Bonjour Monsieur Fall, pourquoi avoir rasé cette barbe? Enfin, je comprends pourquoi vous portez la barbe, mais c'est dommage d'avoir rasé ça. Ouais, tu vous as grossi un peu du visage, non? Oui, j'ai un peu, oui, voilà, ouais, je suis beaucoup plus bouffi, un peu plus grand, mais plus bouffi. Ah, ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas ni Fall, ni Mops, ni Guillaume, ni Jamie, voilà. Ils nous ont laissés face aux caméras pour présenter un petit peu l'actualité de Varum, de Vraum, enfin de Monsieur Vendrille, en tant qu'éditeur, cette fois-ci. Ouais. Donc tes différents sorties qui sont passées, et aussi on va nous parler de quelques nouveautés qui vont sortir dans les prochaines semaines. Oui. Alors, la dernière fois que vous m'aviez reçu, c'était avant Angoulême l'an dernier. Et à cette époque-là, j'attendais un truc avec impatience qui est sorti depuis, qui est le Don Quichotte. Alors voilà, qui est le Don Quichotte de Rob Davis et Cervantes. Et voilà, il faut savoir que moi j'ai découvert Don Quichotte il y a 5-6 ans complètement par hasard. Et en fait, quand je suis tombé sur ce projet, je me suis dit c'est incroyable, il faut le faire absolument. Je suis allé voir, donc là tu vois, j'ai une préface de Jean Canavecchio qui est le traducteur de Don Quichotte pour la Pléiade. Parce qu'avant de le faire, j'ai quand même vérifié que c'était un peu fidèle. Enfin, je ne suis pas un expert non plus, j'adore Don Quichotte, mais voilà. Donc il m'a dit mais pas de problème. Et d'ailleurs, si vous voulez une préface, tu fais bah je veux. Et donc voilà, et donc on s'est lancé là-dessus. Et alors Rob Davis, tu peux montrer plus de pages, parce que la préface, ils ne vont pas la lire de là. Rob Davis, en fait, avant de faire ce Don Quichotte, a été le dessinateur de Doctor Who. Voilà, il y avait un magazine Doctor Who en Angleterre et il a été le premier illustrateur à bosser là-dessus, enfin je crois le premier. Puis après, il a dessiné pour Daredevil. Puis par la suite, il a décidé pour Judge Dredd. Et puis voilà, tout d'un coup, il est passé à Don Quichotte. Et voilà, il est passé à Don Quichotte. Et en fait, Don Quichotte, c'est alors les gens ne le savent pas forcément, mais Don Quichotte a cette année 410 ans pour le livre 1 et 400 ans pour le livre 2. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réalisé la traduction, j'ai donné cette traduction à Anatole Ponce, qui est donc traducteur ici, et je lui ai donné le comics d'abord. Et après, je lui ai passé la version dans laquelle moi j'ai découvert Don Quichotte, qui est l'avant-dernière traduction parue chez Point, par une nana qui a fait une traduction résolument moderne. J'ai laissé Anatole traduire, et puis à un moment, je lui ai donné mon Don Quichotte, qui, moi, m'avait vraiment marqué. Et tout d'un coup, il est revenu vers moi, il m'a fait, mais en fait, il a rajouté aucune blague, l'auteur anglais, là? Non. Toutes les blagues sont déjà dans Don Quichotte. Oui. Et c'est génial. Et de fait, c'est génial. En fait, dans Don Quichotte, il y a des propos d'une modernité incroyable. Il y a des propos sur le travestissement, sur la féminité, il y a des propos vraiment féministes, mais qui ont 400 ans. Et c'est absolument génial. Ce qu'a fait Rob Davis là-dessus, c'est pas un travail de recréation. Il a fait un travail de sélection. Il a pris uniquement les histoires, enfin l'histoire, il a raccourci l'histoire et les quelques histoires marquantes. Parce qu'il faut savoir que le livre 1 de Don Quichotte se construit en ce qu'on appelle des histoires à tiroir. C'est-à-dire le personnage, Don Quichotte. Alors il faut savoir que Don Quichotte, voilà, on le connaît mal en France, pour la plupart des gens, c'est un mec qui attaque des moulins. Et c'est vrai, il fait ça au chapitre 4 d'un livre qui en compte 55. Donc en fait, il vit d'autres trucs. Et en fait, Don Quichotte, c'est Kick-Ass. C'est un mec qui a lu trop d'histoires de super-héros. Sauf qu'à son époque, ce n'est pas des super-héros, c'est des chevaliers. Et donc, il a lu trop de romans de chevalerie, ça lui monte à la tête et il décide de faire ça à une époque où il n'y a plus de chevaliers errants du tout, ça n'existe plus. Et il va convaincre un voisin, donc le fameux Sancho Panza, d'être son écuyer et lui promettre des archipels, un archipel. Sachant que Sancho Panza n'a aucune idée de ce que c'est qu'un archipel, mais il y va. Et durant tout le livre 1, il va rencontrer tout un tas de personnages. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a un travail de couleur fou. Et de temps en temps, ces personnages vont raconter des histoires. Et alors là où Rob Davis, qui est déjà un très bon dessinateur, est fort, c'est qu'il va
changer régulièrement de style graphique. Voilà, donc par exemple, on tombe sur le conte du chevrier, et à chaque fois qu'un personnage raconte une histoire, il y a un style graphique différent. Alors, je vais en trouver Avec une tonalité de couleurs avec une différente. tonalité de couleurs différente. Alors voilà, on va retrouver. Voilà, Tiens, voilà. on a le conte de Cardenio. Et c'est absolument génial. Alors, il faut savoir que donc, dans le livre 1, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. C'est même un peu. Moi, à la lecture du roman, ça m'a un peu ennuyé à la fin du livre 1 parce il rencontrait un personnage qui racontait une histoire, qui rencontrait un autre personnage qui racontait une histoire. Et à un moment, tu fais ah, vas-y, ferme tes putains d'histoires et reviens au truc. Et à la fin du livre 1, Don Quichotte meurt. Et ça se passe d'ailleurs comme ça, c'est dans le livre 1. Et il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que. C'est l'histoire qu'on connaît le plus, normalement. Ben, en fait, on ne sait pas, la plupart des gens n'ont pas lu Don Quichotte. Hein. Réellement, personne n'a lu Don Quichotte. Et moi, j'ai lu ça, je fais ouais, bon, et puis je lis le 1. Et dans le 1, à la fin du 1, effectivement, il meurt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout de 9 ans, il y a quelqu'un qui a écrit une suite apocryphe de Don Quichotte, c'est-à-dire une suite pirate, sans se faire passer pour Cervantes, mais en disant voilà, c'est la suite. Et Cervantes a été tellement vénère, il annonçait qu'il y aurait peut-être un 2 un jour, mais qu'il a tombé la suite dans l'année. Et ça commence comme ça se passe dans le village de Quechada, donc qui est le vrai nom de Don Quichotte, et Quechada, finalement, n'est pas mort, comme on l'avait cru, et son fidèle Sancho arrive et lui apporte le livre, le fameux livre apocryphe. Et en fait, Don Quichotte lit ça et il est furieux. Il dit quoi? Mais c'est pas vrai. Et Don Quichotte va repartir sur les routes pour rendre justice à son nom. Et il va rencontrer des personnages qui ont été créés dans la suite apocryphe. Donc c'est vraiment du méta-roman. Et dans la version du roman de Point où moi je l'ai lu, c'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est écrit avec une langue moderne. Et tu as l'impression que c'est un Américain qui a écrit ça il y a 6 mois et qui va révolutionner le roman. Et non, c'est un Espagnol qui a écrit ça il y a 400 ans pour le livre 2. Tout ce qui est dialogue, etc., est tiré du roman original. Entièrement. Entièrement. Il y a 2-3 vagues références un peu modernes, mais vraiment, non, tout vient du roman. Et c'est absolument génial. Et alors, autant dans le livre 1, Don Quichotte rencontre des personnages qui ne comprennent pas très bien son délire de chevalier, enfin qui mettent un peu de temps avant de s'y mettre, autant dans le livre 2, tout le monde a lu Don Quichotte. Ce qui fait que les gens arrivent et se le font. Et il y a un moment absolument génial dans le livre 2. Donc le livre 2 arrive en octobre. Et il y a un moment fou. Donc, oui, votre édition du livre 2. Voilà. Alors, donc, juste, le livre 1 correspond au livre 1 du roman. Exactement. Et le livre 2 correspond au livre 2 du roman. Et qui sont vraiment 2 livres très différents. Qui sortira donc en octobre 2015. Voilà. C'est vrai, rappelons-le pour ceux qui regarderont 2015. Cette vidéo en novembre, en décembre, voire en 2016, 2017 et plus. Voilà, et en fait, il y a un moment absolument génial dans le Don Quichotte 2, dans lequel Don Quichotte et Sancho arrivent dans une cour de province chez un comte et une comtesse qui se font chier. Et quand ils les voient arriver, ils disent oh là là là, eux, on les laisse pas partir, il faut se les faire. Et il y a vraiment un moment où c'est Sancho qui va devenir le personnage central et qui est vraiment d'une j'allais dire drôlitude, mais drôlerie, c'est ça, drôlerie, oui. La drôlerie. Voilà, et donc c'est un excellent. Bon, le roman original est génial. La tristitude, donc on peut dire la drôlitude. Voilà, donc le roman original est génial, mais si vous avez peur de vous lancer dans le roman, ce qui est dommage, mais bon, donnez-vous envie, parce que le Rob Davis est absolument génial. Alors, il a été en sélection aux Eisner Awards. Enfin, voilà, il a été sélectionné à l'Eisner Awards, qui, pour l'expliquer, est quand même le très grand prix américain et une grande référence voilà, pour tout ce qui est le meilleur comics, bande dessinée. Voilà. Donc, bon, il n'a pas gagné le prix, mais il a été en sélection. Genre, en sélection, c'est très, très voilà, bien. En sélection, c'est la folie. On a eu une assez belle, mais c'est vraiment un très, très beau. Donc, ça c'est vraiment pour les gens qui ont envie de découvrir un vrai classique qui n'est pas un classique pour rien et qui est d'une modernité folle. Donc voilà, donc ça c'était le truc dont je voulais parler, qu'on a sorti juste après, Angoulême. À Angoulême dernier. Donc en janvier 2015. Voilà, et dont le livre 2 sort en octobre. 2015, donc toujours 20 €. Qu'est-ce que c'est 20 € quand on a la santé? Bon, aux éditions Varoun.
Voilà, donc ça c'est sorti et ça va sortir. Maintenant, il y avait l'autre livre, donc j'ai Juste, ouais. après, il y en a combien de prévus finalement? Ah, Enfin, il n'y en a que deux? il en a fait que deux. Ah non, Rob non, c'est le Davis, il livre a 1 et livre livre 2. 2, point. C'est livre 1, livre D'accord. 2. C'est une série qui est terminée. Donc, tu vois, l'objet a été. J'ai raisonné vraiment. L'idée, c'était de faire un dos toilé pour faire un truc classique, mais de prendre un orange fluo pour faire un truc moderne. Et le 2 va être aussi toilé avec un rose fluo. Donc, on reste toujours dans cette espèce de logique de l'objet. On reste dans tes teintes préférées d'abord, quand on sait comment tu t'habilles. J'aimerais qu'on change de sujet. Voilà, et regarde, c'est moi qui l'ai C'est fait. c'est magnifique, c'est très C'est beau. très joli. Mais, Oui, on est, tu vois, en plus, quelque part, on est effectivement un peu dans Dans- le livre, dans ce qu'on appelait le livre d'art. Ah oui, dans le beau livre. Dans le beau livre. Ben, en fait, comme je suis une toute petite maison d'édition, j'essaie de faire des beaux objets parce que de toute façon, à la fin, c'est tout ce qui va rester. Donc, je préfère m'adresser à un public, enfin, en sachant que ça reste dans des ordres de prix corrects, tu vois, que tout le monde. C'est un éditeur que j'aime bien, qui est un éditeur de romans, mais qui vient de se lancer à BD et qui fait des choses très bien, qui s'appelle Monsieur Toussaint Louverture, et qui dit qu'il cherche à faire des livres suffisamment beaux pour qu'on ait envie de les voler et suffisamment peu chers pour qu'on puisse se les acheter. Et je lui vole un peu cette phrase. Voilà, Dominique, tu me pardonneras. Voilà, donc ça voilà, ça Et va puis là, il y a quand même sortir. du temps de lecture, quoi. Oui, mais ça fait bien, ça fait plaisir. Et donc, tu voulais aussi parler d'autres sorties qui vont arriver ou qui sont déjà Ils sont arrivées. déjà sortis, puisque Voilà. là, on a Papa pas prêt. Alors, on va revenir dessus. Juste, je me mets dessus, pardon. Voilà, Il faut juste que je retrouve. Voilà. j'ai sottement pas pris le livre avec Papa moi pas alors prêt. qu'il est arrivé. De Cesse. Voilà, Cess qui raconte en fait c'est les 9 derniers mois de sa vie de petit con, puisque il raconte la naissance de son premier enfant, enfin de sa fille. Voilà, il va falloir que tu le remettes dans le bon sens. Alors, on va mettre dans le bon sens. Et en fait, c'est un projet ça fait 5 ans qu'il le fait. Au départ, il faisait ça sur blog, puisque comme on le sait, je suis un très grand fervent, enfin un blogueur moi-même, Oui, voilà. et Les historiques des blogueurs. voilà, je fais partie des blogueurs historiques, mais beaucoup de mes amis le sont, et donc j'ai monté un concours qui s'appelle la Révélation Blog, et ça s'est inscrit plusieurs années de suite, et je dois avouer que moi, les premières années, je le saquais, parce que je trouvais ça pas hyper bien dessiné. Il faut dire que c'est pas du tout son métier, il est comment ça s'appelle, il est maquilleur pour la mode, le cinéma, enfin voilà, c'est vraiment son métier, celui de sa femme aussi. Et, Quelle belle couleur! Et voilà, et en fait, il racontait, je trouvais ça un peu premier degré, et puis il y a 4-5 ans, tout d'un coup, d'abord il y a eu une grande évolution au niveau du dessin, et puis surtout, il y a eu, tout d'un coup, j'ai été touché. Je sais pas, c'est peut-être l'envie d'avoir des enfants, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été touché par la narration. Et donc, on a bossé dessus. Alors, on a beaucoup retravaillé. Bon, c'est très agréable de travailler avec lui parce qu'il est assez à l'écoute justement des corrections qu'on peut faire. On a assez allégé le texte. Alors, tout peut être lu sur Internet, hein, puisque c'est sur son blog. Mais bon, évidemment, on a vraiment beaucoup retravaillé. Donc, ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est de l'aquarelle. Et donc, ça raconte effectivement tout ce que vit un jeune couple, puisqu'ils avaient 25-26 ans à l'époque, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est pas forcément, enfin, qui se débrouille par lui-même et qui se retrouve dans la grande aventure de se lancer comme jeune parent. Voilà, donc c'est très grand public. Ça parle à peu près à tous ceux qui ont vécu cette aventure. Ou qui la vivent Ou en qui ce la moment. vivent en Donc ce on est moment. sur une population, enfin un public 25-35 ans, quoi. Oui, ou ceux qui veulent savoir, ou ceux Oui. qui veulent se rappeler Oui, des oui. souvenirs, hein. Mais effectivement, c'est pas premiers âges, quoi. Mais effectivement, c'est un dessin très doux, très enfantin, mais ça parle d'un sujet relativement adulte. Et c'est très touchant. Voilà, et alors malheureusement, sottement, je n'ai pas amené l'objet, mais je suis assez fier de l'objet qu'on a fait. Il est sorti quand? Il est sorti la semaine dernière.
Donc en fin septembre 2015, pardon. Voilà, il est sorti fin septembre 2015 et voilà, et c'est un objet dans lequel on a fait ce qu'on appelle un soft touch, donc c'est-à-dire une couverture très douce, c'est la Ah. même que là-dessus, tu peux le toucher. Oh, quelle Et douce, elle est oh, douce. quelle doucesse, mais bon, évidemment, ça passe pas du tout à la elle télé, est c'est douce, bizarre. oh, oui. Et voilà, enfin, il y avait toutes les questions de couleurs, et vraiment l'objet est très réussi et l'histoire est vraiment touchante. Voilà, alors c'est pour les gens qui aiment l'humour un peu trash, machin, c'est pas là, c'est pas ça, ça ne D'accord. va pas être ça. On est Voilà. quand même dans, oui, plutôt dans le premier degré que Ah le oui, 15e degré. c'est très premier degré, c'est vraiment la narration d'une grossesse. Une bande dessinée familiale. Voilà, et alors c'est lui l'auteur, mais en fait sa femme a vraiment beaucoup participé. Je veux D'accord. dire, sa compagne peut être légitimement créditée comme scénariste là-dedans parce qu'elle a vraiment donné sa contribution. C'est pas vraiment vu, ça s'appelle Papa Ray, mais ça englobe vraiment plus le couple, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais vraiment qu'on allait vraiment se caser sur son point de vue à lui. Ah oui, voilà, il a eu pas mal de problèmes sur son blog puisqu'il avait fait des planches sur les vergetures où il expliquait qu'il trouvait ça très moche et donc il mettait de l'huile d'amande douce sur sa femme pour pas qu'il y ait de vergetures. Et il a eu un débarquement de lectrices outrées qui a dit espèce de salaud. Il n'empêche que maintenant elle n'a pas de vergeture. Mais voilà, on a décidé de sacrifier ce genre de truc et d'être plus dans quelque chose que tout le monde va vivre. Donc voilà, donc ça c'est disponible. Et c'est vraiment à destination de tout le monde. Sauf effectivement les gens qui supportent pas les enfants, la maternité, voilà. C'est un one-shot, il coûte. Qu'est-ce que c'est 20 € quand on a la santé? Voilà, Rien donc du 20 tout, c'est euros. 200 pages sur donc un gros livre en couleur qui est fait exactement le même format que le Don Quichotte. Donc cette espèce de voilà Oui, c'est du format enfin, très pratique, hein, on peut le porter sur soi, enfin voilà. Enfin, porter sur soi. Oui, Je le et porte dans ma alors, poche. c'est formidable parce que si jamais, par exemple, votre table penche sur le côté, vous le mettez en dessous, c'est suffisamment Voilà. épais pour le Voilà, Voilà. ça fait beaucoup de pages, mais ça reste encore très Non, c'est transportable. jouable. C'est assez pratique. C'est jouable Donc oui, dans toutes les bonnes crèmeries. dans toutes les bonnes crèmeries. Chez ton crémier, voilà, à peu près partout. Allez, si vous devez l'acheter, achetez chez des libraires. Je vous en Oui. supplie, ces gens-là ont besoin de vivre et ils font du bon boulot. Voilà, bon, Et sauf si vraiment vous vivez vraiment je sais pas, dans un trou ou à l'étranger, auquel cas, bon, Et vous reconnaîtrez votre bon libraire, en fait, qu'il l'est. tous les libraires peuvent pas tout Commandez-le. avoir. Ou commandez-le. Et voilà, mais ils peuvent tous le commenter. Voilà, on va passer à l'arnaque. L'arnaque, donc nous l'avons L'arnaque. en deux formats, messieurs, dames. Nous l'avons en format papier, ici. Donc voilà. Il faut dire que je l'ai reçu hier, hein, donc du coup, je ne pensais pas pouvoir l'avoir. Voilà. Et nous Et l'avons aussi en en numérique. Et donc, le vrai titre, c'est L'art n'a qu'à bien se tenir, et ça parle de l'art contemporain. Voilà, et alors les trick-trackers, internotateurs qui suivent. Il y a un avant-propos. Un avant-propos. Il y a surtout ceci, un permis de critiquer l'art contemporain qui est fourni avec le livre et qui permettra à toute personne, après la lecture de ce livre, d'aller critiquer l'art contemporain, puisque c'est une bonne charge contre l'art contemporain. Clairement. L'auteur club est un copain de Berlin, puisque les internotateurs et internotatrices de Trick Track savent que je vivais à Berlin, où j'expliquais que c'était tellement mieux. Bon, depuis j'en suis revenu un peu. Il faut savoir qu'à Berlin, il y a beaucoup de... Qui a fait l'avant-propos c'est un collectionneur et le directeur des anciens des arts décoratifs, qui est l'école qu'a fait Club et que j'ai fait moi-même. Et donc Berlin. Et donc à Berlin, il y a beaucoup de personnes qui font de l'art contemporain, de la vidéo, des installations. C'est une ville en fait où on vit très bien, avec très peu d'argent. Et du coup, on s'est un peu retrouvé comme en école d'art, c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu tout et n'importe quoi qui est fait. Moi, j'ai vu des trucs, des installations. C'était une espèce de table tournante sur laquelle il y avait un frigo qui était lié avec un matelas et ça tournait. Voilà, j'étais avec Arthur Depince qui était venu me voir, qui était invité pour le festival Community Façon de Berlin, et on a vu des trucs comme ça et on se regardait en disant waouh. Et donc effectivement, il y a pas mal de trucs, et là, c'est du strip minimal, donc des espèces de petits bonhommes patates,
Et il y a voilà, des gags. Alors je suis assez fier de l'objet parce que c'est un objet bichromique noir et fluo. Et ça parle du monde des galeries, du Oui, monde parce des que c'est artistes. plutôt que la création elle-même, c'est plutôt tout ce qui tourne autour Voilà, d'ailleurs. c'est plus ce qui est périphérique. Ça parle assez peu de la création, ça parle vraiment des expos, des vernissages, des collectionneurs, parce que la plupart des gens ont une image, voilà, enfin l'art contemporain, c'est un peu un truc qu'on comprend pas. Il y a pas mal de, oui, enfin il y a pas mal de clichés sur l'art contemporain et ça les reprend tous, hein, tout de même. Mais c'est fait de la part de quelqu'un qui connaît l'art contemporain et qui s'en moque en connaissance de cause, quoi. On a à Berlin, tu vois vraiment des trucs incroyables. Enfin, vraiment, tu dis ah ouais, bon, ouais, vraiment, il y a pas de problème. Et donc voilà, donc j'avais vu ça, et puis j'avais envie qu'on fasse le livre. Alors normalement, c'était des strips de base, mais on a beaucoup retravaillé pour qu'il y ait cette bichromie, pour que l'objet soit joli, parce que euh, là, effectivement, les strips en tant que tels, c'est du strip minimal. Là, vraiment, tu as un objet, puis tu as plein de messages un peu cachés, tu vois, t'as des trucs planqués derrière les Oui, alors rabats, on tu peut vois. regarder un petit peu voilà, l'objet par lui-même, parce que c'est aussi un livre-objet, Ouais, presque. ouais, oui, bah, ça joue un peu là-dessus, quoi. Ce que je te disais, c'est que quand t'as pas des gros moyens, Mm. tu essaies de te débrouiller pour que comme on appelle ça, tes livres fassent Mm. parler d'eux en fonction. D'ailleurs, Tu l'ours vois. c'est assez marrant, parce que du coup, vous avez utilisé un peu Alors ça, comme... c'est encore un truc que j'ai piqué comme il s'appelle, à Monsieur Toussaint Louverture, en le rappropriant. Monsieur Toussaint Louverture, il crédite à la fin ou au début l'ours ou le colophon. Donc moi, je fais plutôt des colophons, c'est-à-dire des choses que je mets au fond, qu'on colle au fond. Alors lui, il crédite tout le monde, ce qui a le mérite de rendre à César ce qui est à César. Mhm. Donc j'ai décidé de faire de même parce que je trouvais que c'était important. Et en même temps, j'ai décidé qu'à chaque fois, je changerais l'intitulé. Donc, par exemple, notre attaché de presse, Marie Fabrice, s'appelle Magnification Média. Toi, tu es curateur. Moi, je suis curateur du livre. Le correcteur, Benoît Presteil, devient restaurateur de l'intégrité graphique et orthographique. Voilà, donc sur chacun des livres qui viennent, j'ai essayé quand il s'agit de livres humoristiques, en tout cas de réécrire la chose pour que ce soit drôle, pour que ce truc que personne ne lit normalement, les lecteurs aient envie Mhm. le lire de livre en livre et se dire tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Mhm. Donc voilà, et puis surtout ça me permet de mettre un peu d'attention à quelque chose qui me fait vraiment chier le reste du temps, puisqu'il n'y a rien de plus emmerdant que de toper un truc. Et alors voilà, et donc si tu veux, C'est aussi sa biographie, oui, oui, bah etc. ça c'était pour combler parce que j'avais trop de pages, il fallait que je rajoute des trucs. Donc j'ai mis, oui, et lisez ça aussi, machin. Mais voilà, il y a là-dedans, il y a vraiment des gags que je trouve. Alors on parlait tout à l'heure de féminisme, il y a un sujet, il y a un truc, alors c'est terrible parce qu'il y a, voilà, tu vois, je sais pas si on le voit, on devrait pouvoir le voir ici, En là. Ouais, voilà. caméra déportée, je sais pas si elle est bonne, si elle est pas... Ah, Oui, c'est bon. voilà, Oui, alors ça, c'est un grand classique. D'ailleurs, c'est pas que valable pour l'art moderne, hein. Non, non, mais on a ce Les... débat-là dans la bande dessinée en ce Voilà. moment. C'est pour ça que Des je le montre. festivals où on dit, tiens, on va faire le thème, c'est La BD la féminine. BD féminine ou les auteurs féminines, enfin les femmes auteurs de bande dessinée, c'est un grand classique. Oui, alors que C'est... c'est en fait le mouvement qui est actuel. D'ailleurs, donc il y a un mouvement qui s'est monté il y a 2, 3 semaines. Hmm. Donc j'ai oublié le Je ne mouvement, l'ai pas en tête non plus. mais de nanas qui sont là pour lutter contre le sexisme de la bande dessinée. Alors c'est pas complètement, c'est un peu historique puisque la BD ça a longtemps été un truc de mecs, de petits garçons qui parlent à des petits Hmm. garçons. Mais ça, Euh, les auteurs étaient des hommes, mais les lecteurs aussi étaient quand même très Voilà, masculins. et effectivement, depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'auteurs féminines qui sont apparus, notamment via le blog, Hmm. avec des gens comme Pénélope, mais il y avait aussi Lisa Mandel, enfin, il y a le docteur Moustache, Hmm. Marion Le prof Montaigne, Moustache, tout à fait. professeur Moustache, voilà, qui ont fait de la BD. Alors certains ont estampillé ça de la BD féminine. Alors ça a été terrible parce qu'il y a eu
il y avait une espèce de double peine hein, pour les nanas qui étaient considérées comme faisant de la BD, mais BD féminine. Et il y avait même certains auteurs féminins qui se retournaient contre leurs homologues en disant vous n'avez pas le droit de parler de thèmes féminins parce que les thèmes féminins étaient considérés comme nuls. Alors que c'est débile. Enfin, non. Et donc, effectivement, il y a une appellation BD féminine. Et donc, elles ont monté cette association qui est des associations de témoignages uniquement réservées aux filles. Alors, moi, au départ, j'étais quoi? Comment? C'est réservé qu'aux filles? Mais pourquoi? Et il a fallu on m'explique bien posément pourquoi c'était important. Et donc maintenant, j'ai accepté la chose. Et oui, effectivement. Et donc, effectivement, il y a ce mouvement-là en ce moment que je trouve intéressant et je trouve ça chouette. Moi, là-dessus, encore une fois, je ne vais pas apprendre aux filles à faire du féminisme, elles le font beaucoup mieux et puis c'est leur combat. Mais quand on a monté Varoum, on avait, dans nos premiers bouquins, on avait 3 ou 4 bouquins, dont notre best-seller, qui a été écrit par Aude Picot. Et très vite, Aude Picot qui fait partie justement de ce groupe, et très vite, il y a des gens qui sont venus l'inviter à des expos féminines, de BD féminines, et Aude Picot a dit je ne fais pas de la BD féminine, je fais de la BD. Et c'était il y a 8-9 ans, donc elle était déjà dans ce truc-là, et à cette époque-là, moi j'ai réagi, je me suis dit bah oui, elle a raison. Enfin tu vois, c'est comme si tu disais qu'Alan Barth fait de la BD de mi-asiatique. Enfin, tu vois, ce serait affreux si tu disais à un auteur noir, alors vous faites de la BD africaine. Enfin, on s'en fout complètement. Enfin, ça n'a rien à voir. Et quand bien même tu abordes des thèmes féminins comme la maternité et tout. Enfin, ça concerne tout le monde. Donc voilà, tu as vu, on s'est vachement écarté par rapport au truc. Donc voilà, donc l'arnaque, là pour le coup, ça parle surtout de l'art contemporain. Ça s'en moque assez largement. On va aller tracter avec. Il y a la FIAC, qui est le grand festival international. On va tracter des permis de critiquer l'art contemporain à la FIAC. Vous irez dans les biennales ouais, non, mais on va le faire une fois ou deux, mais je pense qu'on va créer. Il y aura un hashtag arnaque pour que les gens puissent poser avec leur permis de critiquer l'art contemporain. Voilà, mais de fait, c'est un album assez léger et drôle. Et voilà, par un auteur qui, pour le coup, est vraiment plongé dans l'art contemporain. Et donc, alors, ça va sortir, ça sort? Ouais, ça sort, on l'a reçu là, donc ça va sortir dans 2 semaines, donc mi-octobre. Mi-octobre 2015. Voilà. Et donc, il coûte 15 €. 15 € quand on a la santé. Voilà, avec des témoignages de Picasso, de Bem. Enfin, de faux grands auteurs. On peut voir d'ailleurs que c'est marqué 15 €. Le prix fait partie de l'œuvre. L'an prochain, ça vaut le triple. Voilà, donc il faut l'acheter maintenant. Voilà. On avait d'autres. Alors ça, c'est pas sorti celui que j'ai, mais ça va être un superbe album. C'est Bon baiser d'Iran. Je reviens sur la couverture. Donc Bon baiser d'Iran. De Lénaïque Villain. Alors, c'est pas la définitive, mais ça va ressembler à ça. De fait, ça ressemble beaucoup à la couverture du livre de Satouf. Tout à fait. Mais parce que ça reprend les couleurs du drapeau, tout comme Satouf reprenait les couleurs du drapeau syrien. Il y aura une petite limite, c'est qu'en fait, il va y avoir du doré dessus, parce qu'en fait, tout l'intérieur du livre est fait en noir et or. Encore une fois, je te parlais du soin apporté au livre. Alors ça se voit pas du tout là sur cette représentation, mais l'or quand c'est imprimé sur ce sera pas de l'or brillant, hein, c'est-à-dire que quand c'est imprimé sur un papier mat, tu obtiens un résultat qui est plus une espèce de bronze. C'est très beau. C'est assez délicat parce que en fait l'or est une encre couvrante et donc du coup le noir qui est une encre transparente, on est obligé que l'or ne soit pas sous le noir. Sinon, le noir fuit, macule, et donc il y a des risques au calage. Donc ça, c'est assez chiant, mais ça va être assez beau. Et donc l'histoire de Bon baiser d'Iran, tu as vu, je parle beaucoup de l'objet, mais bon, c'est parce que l'objet, quoi. On voit l'éditeur qui aime le livre-objet. Ouais, moi, c'est ce que j'aime comme lecteur. Donc oui, et puis encore une fois, je t'ai dit, un bel objet, c'est un contenu, quoi. Franchement, la BD, ça peut se lire sur Internet. Ça peut très bien se lire sur Internet. Donc,
Si en tant qu'éditeur, je fais juste un contenu lambda, je vois pas ce que j'apporte. Tu vois, n'importe quel des éditeurs, des gros éditeurs peut le faire. Donc, je suis obligé d'apporter autre chose. Donc, Bon baiser d'Iran, ça raconte en fait, c'est autobio. Là, pour le coup, c'est réellement autobio. Ça raconte le voyage que Lénaïque et sa compagne ont fait il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, on va resituer ça dans le temps, c'était donc en 2012, j'allais dire 2002 comme le temps file. Et ils sont partis en Iran car il y a 3 ans, l'Iran s'est ouvert au tourisme, hein, ce qui paraît assez fou. Mais l'Iran a donc cherché à développer le tourisme et donc ils partent dans ce pays. Qui est En toujours, voyage, hein, ah ouais, c'est juste un voyage. Je crois qu'ils partent pour 15 jours, 3 semaines, 3 semaines. Je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, Alors, ils il y a des d'ailleurs, chiffres, je crois, il y a au des départ. chiffres, il y a des chiffres. Moi, dès qu'il y a des chiffres, il ne faut pas faire attention. Et donc, ils partent. Et alors, c'est assez intéressant. Alors, elle, en plus, elle est métisse. Donc, du coup, elle est typée arabe. Du coup, ça donne lieu à pas mal de Et quiproquos. d'ailleurs, oui, en plus, tu vois, même dès le départ, ça indique un petit peu les questionnements qui sont faits au niveau de la douane. Voilà. On lui dit, mais vous êtes musulmane, etc. Ah oui, Et elle parce qu'en explique plus, que non. il y a plein de règles qui s'appliquent aux couples mariés. Il y a les fameux contrats de mariage temporaire. Donc, tout ça est évoqué. Ils vont avoir des rencontres, ils vont avoir même des rencontres avec des Iraniens gays. Et donc tu découvres, tu vois, un livre comme Persépolis parle de l'Iran des années 80, quoi. Donc espèce de truc un peu lourd, de terreur. Bon, depuis elle a fait d'autres choses avec un point de vue très iranien. Là c'est vraiment un couple de Parisiens qui sont assez typiques. Qui partent avec pas mal d'a priori, donc il y a pas mal de clichés qui vont être évoqués et qui vont soit être confirmés, soit au contraire être démentis. Et donc ils suivent. C'est drôle. Parce que Lénaïque est un auteur qui fait plutôt des choses comiques d'habitude. Moi, ça fait longtemps que je voulais travailler avec ce garçon. Et là, c'est drôle, mais surtout, tu apprends des choses. Donc là, tu vois, par exemple, ils tombent sur une Islamic beer. Voilà, ils arrivent qu'on appelle ça des hôtels dans lesquels il y a pas grand-chose, il n'y a qu'une seule chaîne, mais il y a toujours le petit tapis de prière et le Coran. Oui, ce sont des réactions de voyageurs lambda, comme ça pourrait être nous. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs le livre est très immersif, je trouve, parce qu'effectivement, quand ils nous racontent un peu leur voyage, moi je l'ai lu, hein, on a l'impression de ce qu'on pourrait vivre. Donc Oui, on a les mêmes réactions clairement, avec le problème du regard de l'autre, les transports en commun. Enfin, ce sont des Français lambda qui ont une culture française et qui se retrouvent effectivement dans un pays où il y a pas mal de différences culturelles. Et après, on essaie de comprendre ça. Et puis il rencontre quelques personnes. Il y a toujours un peu ce problème parce que parfois il a toujours peur de rencontrer des agents provocateurs qui viennent lui dire du mal de l'Iran. Donc là, on va faire un lancement dans quelques librairies iraniennes et des centres culturels iraniens à Paris qui sont très en rupture avec l'Iran classique, quoi. Et qui nous ont dit, nous, on veut bien faire votre truc, mais il ne faut pas que ça dise du bien du régime parce qu'il n'y a pas moyen. Et on a dit, bah, écoutez, en fait, je ne sais pas si on dit du bien ou du mal, c'est juste, il raconte son truc, vous le lisez, si ça vous plaît, on le fait, si ça ne vous plaît pas, on le fera ailleurs. Et donc apparemment, ça leur a plu. Ça parle vraiment de ces rencontres qu'ils ont pu faire. Effectivement, ils sont partis avec d'autres personnes. Ils rencontrent des gens sympathiques, ils rencontrent des gens moins sympathiques. Mais c'est vraiment, oui, effectivement, il y a le côté immersif et le côté monsieur tout le monde qui va en Iran. Voilà. C'est pas moralisateur, il faut bien le dire. Non, ça. Ce sont des gens qui font un voyage, donc ils découvrent et ils portent pas vraiment de jugement. Non, ils sont pas dans le jugement et en même temps ils arrivent quand même avec leurs préjugés, quoi. Oui. Par exemple, ils croisent toutes ces femmes avec des pansements sur le nez et spontanément le garçon, Lénaïque, pense qu'en fait c'est parce que les maris battent leurs femmes. Oui. En fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait les femmes ont recours à la chirurgie esthétique. Et comme c'est un signe de richesse d'avoir recours à la chirurgie esthétique, quand elles ont leur opération du nez, qu'elles changent le nez perce pour un nez en trompette. Juste un peu avant d'ailleurs, un peu après. Quand elles changent leur nez, Voilà. voilà, le nez
qu'on peut agrandir. Le nez perçant pour le nez en trompette, le nez tremplin. Elles abordent très fièrement le sparadrap. Moi, j'avais vu ça quand j'avais été, par exemple, au Brésil. Au Brésil, tu vois des gens qui ont entre 25 et 30 ans et qui portent des bagues. Mais ils prennent pas des bagues discrètes, tu vois, enfin des bagues pour les dents, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un signe de réussite. Si tu arrives à te payer une orthodontie, c'est que tu as atteint l'argent nécessaire. Ah, donc c'est pas du tout honteux. Alors qu'en Europe, enfin en France, c'est quelque chose que tu fais quand tu es enfant et qu'on t'impose quand c'est pas trop grave de ressembler à rien. Alors qu'en fait, quand tu es enfant, tu n'aimes pas trop ressembler à rien. Je connais quelques personnes qui ont fait leur orthodontie à 28, 29 ans, 20, 30 ans. Moi, j'ai fait ça. Enfin, tu vois, je me suis fait dégommer les deux dents de devant, machin. C'est quelque chose que tu caches, tu vois. Enfin, là-bas, au contraire, c'est un signe de réussite sociale, donc tu le portes. Voilà. Donc, effectivement, il y a des découvertes que tu n'as pas parce que, ouais, c'est des cultures différentes. Donc voilà. Donc, ils vont voyager pendant 2-3 semaines. Ils vont passer dans plusieurs villes. Ils vont Donc passer chaque dans plusieurs chapitre est villes. consacré à un endroit. Voilà, il y a donc là voilà par exemple il parle du mariage, du fameux mariage temporaire qui permet aux hommes d'aller aux putes et de passer un contrat de mariage avec une femme qu'ils vont payer et puis après ils vont rompre le contrat de mariage. Il parle de la non-acceptation de l'homosexualité, mais en revanche le changement de sexe est toléré. C'est-à-dire que si tu veux changer de sexe et que tu deviens une femme, là c'est bon, vous pouvez vous marier. Donc c'est étonnant. Et encore une fois, ils sont pas tellement dans le jugement, quoi. C'est une sorte de. C'est pas, enfin, c'est un carnet de voyage. C'est pas vraiment un carnet de voyage. Alors par rapport c'est un carnet au de voyage de rencontres, Guy en Delisle, fait. etc. En fait, ça ressemble à Guy Delisle quand c'était bien. Ça ressemble à Guy Delisle quand Shenzhen, Shenzhen, voilà. Pyongyang, quand il se passe quelque chose. Quand c'est plus Guy Delisle qui voyage autour de son nombril dans un pays différent. C'est affreux ce que je dis, mais vraiment, j'étais très, très, très déçu par les chroniques birmanes et très outré par les chroniques de Palestine. Vraiment, ça m'a vraiment. Alors que j'ai tellement adoré Shenzhen et Pyongyang, ça c'est chez l'association, c'est vraiment deux chefs-d'œuvre incroyables. Et Shenzhen, ça raconte l'histoire de ce mec, donc Guy Delisle, qui part, qui est directeur d'animation de studio, et il se passe rien. Il est en Chine, à Shenzhen, qui est une grosse bourgade en lointaine banlieue de Hong Kong, et il se passe rien. Et de ce rien, il fait un truc magnifique. Il réussit à il raconte apprendre... son quotidien. Ouais, mais enfin, c'est même pas son quotidien. Il raconte son impression, mais comme il y a vécu plusieurs mois, ouais, on va dire, il fait une sorte de photographie de la société chinoise, de ce qu'il a pu voir et vivre Ah, mais c'est pendant plusieurs exceptionnel. mois. C'est exceptionnel. Ouais. Et dans Pyongyang, il part en Corée du Nord. Là, déjà, j'avais déjà 2-3 trucs qui me gênaient. Il part avec 1984 de George Orwell dans son sac. Ça fait un peu genre petite provoque à 2 balles. Moi, ça m'intéressait un peu moins déjà. Enfin, j'avais été un peu gêné, mais ça reste très très bien. C'est excellent, il est excellent. Et puis voilà. Et puis après, il nous parle surtout de sa vie de famille mais excusez-moi, après voilà, c'est autre chose vraiment... et c'est pas les mêmes conditions de voyage, puisque après il part en famille, donc c'est un peu différent de partir en famille que de partir tout seul. Ouais, mais et bon, là, eux, ils partent tous les deux, ils restent que moins longtemps, mais effectivement, je pense qu'on est un peu dans la même réflexion, qui sont des impressions d'une rencontre avec une autre culture. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et on finit le livre en ayant quand même un peu envie d'y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est assez marrant. Et puis surtout, ah oui, voilà. Alors là, tu as un dessin animé sur le vilain israélien. Donc là, tu vois que, enfin, voilà, il y a aussi de la propagande. Donc là, c'est la propagande anti-israélienne. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans le débat sur le problème palestinien-israélien qui débarque complètement en dehors du livre, mais c'est intéressant de voir aussi comment c'est traité là-bas. Voilà, donc ça parle aussi de la liberté d'Internet. Enfin, bref, il y a vraiment beaucoup de sujets et je pense que l'objet va être très beau. Enfin, je suis assez sûr en fait. Et donc j'ai hâte qu'ils sortent, quoi. Oui, ben, en tout cas, enfin, moi j'ai vu les pages, hein, donc j'ai trouvé ça excellent. Maintenant, il sort mi-octobre. Il sort mi-octobre. En fait, j'avais plein de
sorties qui vont être décalées de septembre sur octobre. Donc voilà, on va courir après le temps et on va sortir tout en décalé. Et c'est un peu le problème c'est un problème d'un éditeur où en fait il n'y a qu'une seule personne qui fait tout, c'est que Ça sortira pour qu'il y ait des bulles, grosso j'espère, modo. j'espère. Quel prix? Je crois que ça doit être 20 € aussi. Tu sais, c'est des 200 pages, donc je sais pas si c'est 16 ou si c'est 20. Je sais pas parce que j'ai toujours pas fini la couve, donc du coup tant que j'ai pas marqué le prix sur la couve, ça peut encore changer. Passons maintenant, donc, une nouvelle encore. Alors, lui, il est sorti. Alors lui, il est sorti, ouais, il est sorti. Ça, c'est un peu particulier. Alors, Vater und Sohn, comment on dit? Vater und Sohn. Vater, le V se prononce F à l'allemande. Alors, Vater und Sohn, donc ça, j'en parle, c'est sorti en juin. Et j'en parle parce que c'est un peu mon chef-d'œuvre d'éditeur. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis éditeur. J'ai monté cette maison d'édition au départ pour me faire reconnaître comme auteur. Puis bon, ça n'a pas marché comme je voulais. Comme auteur, je fais diverses choses, mais je fais beaucoup de strips. Et je me suis beaucoup intéressé alors pour les internautes de Trick Track qui ne sauraient pas ce que c'est que le strip c'est des séries de cases, souvent 3, mais parfois 6 ou 8, souvent à l'italienne. Et qui sont en général des gags. Donc typiquement, les strips les plus connus, ça va être Calvin et Hobbes, ça va être Snoopy, ça c'est du strip. Donc je me suis vraiment intéressé au sujet, et quand tu t'intéresses au sujet du strip, un jour tu finis toujours par tomber sur des pages de Vater und Sohn, Père et Fils, qui est une bande dessinée allemande. Comme en plus, moi je suis germanophile et que j'ai vécu à Berlin et que là-bas c'est hyper connu, je l'ai revu. Et en fait, ça fait 6 ans que je rêve de faire ce livre et que je me dis c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais acheter les droits et tout. Et en fait, il se trouve que l'auteur est mort en 1944. Il s'est suicidé dans une geôle nazie en attendant son procès. Donc les droits sont tombés l'année dernière. Et du coup, j'ai appelé la maison d'édition et ils m'ont dit, mais vous savez, vous avez qu'à juste récupérer des trucs, vous les scannez et puis c'est bon. Et j'aurais dit, écoutez, non, moi je veux pas ça, je vous achète le matériel. Bon, j'ai pris une petite clause d'exclusivité quand même, il ne faut pas déconner. Et ils m'ont envoyé le matériel et j'ai nettoyé, parce que ça n'avait jamais été nettoyé. Alors pour les gens qui ne savent pas, le nettoyage… Tu as récupéré les films ou les Non, les pages? en fait, ils avaient tout vectorisé en plus. Donc D'accord. ils avaient tout transformé en information vectorielle. Donc en fait, tu as plein de points clés. Et en fait, ça n'avait jamais été nettoyé. Donc il y avait plein de petites saletés, il y avait des trucs abîmés, il y avait des planches où tu voyais qu'il y avait eu un pli et qu'ils avaient scanné la planche pliée, et donc tu voyais le pli, donc j'ai passé des plombes à nettoyer ça, à le traduire, puisqu'en fait c'est un auteur allemand, et alors en fait ça a été fait entre 1934 et 1937. Ça n'a jamais été édité intégralement en France, il y a une édition du premier recueil qui a été fait par Le Seuil il y a 10 ans je crois, puis Le Seuil BD s'est arrêté à ce moment-là. Et du coup, ça n'avait jamais été édité en intégrale. J'ai pas trop voulu voir ce qu'ils avaient fait parce que j'avais peur que ça me contraigne. Et moi, je pensais que je connaissais très bien Vater und Sohn. Puis j'ai dû tous les nettoyer page après page. Et en fait, je connaissais pas très bien. Et vraiment, tout est absolument génial. C'est muet. Alors, il y a eu un gros travail d'adaptation. Par exemple, à l'origine, les strips dans la publication. Alors, bon, il y a toute une histoire autour. C'est une publication quoi? Quotidienne, dans un journal? C'était hebdomadaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, Erich Hauser, était un caricaturiste très, très talentueux, très, très jeune. Et en fait, en 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir, quand Hitler est appelé par le président Hindenburg, voilà, et ben, le premier truc qu'ils vont faire, c'est instaurer un permis de travail pour les illustrateurs et le refuser à toutes les personnes ayant commis des trucs contre eux. Et donc Erich Hauser n'a plus le droit de travailler. Certains des livres qu'il a illustrés vont être brûlés au cours de l'autodafé. Et il s'enfuit en brûlant certains de ses dessins pour être sûr que rien lui arrive dessus. Et à cette époque-là, la Gazette illustrée berlinoise va lancer un concours de strip, sachant qu'il y a une autre œuvre majeure en Allemagne qui s'appelle Max und Moritz, en disant on veut du Max und Moritz.
Et le rédacteur en chef va l'appeler en lui disant, écoute, il faut que tu participes. Et l'autre lui dit, mais j'ai pas le droit de travailler, je peux rien faire et tout. T'inquiète, on est des potes avec les nazis, si tu gagnes, on s'arrangera. Et de fait, il gagne, et donc il fait Vaterunsohn, donc l'histoire d'un père et d'un fils qui ont 15, 20 aventures, et, euh, et il a le droit de travailler, mais uniquement sous pseudonyme, donc il va prendre ses initiales, EO, et sa vie d'origine, Plauen, donc c'est un pseudonyme qui le désigne quand même pas mal, et il va commencer. Et donc c'est un strip par semaine, entre 3 et 8 à 10 cases parfois, sur ce père et ce fils, et ça a un énorme succès. Mais énorme, énorme. C'est-à-dire que quand en 1934, ils publient le premier recueil, ils vont en vendre 60 000. C'est-à-dire 10 fois plus que ce que va vendre Hergé de ses premiers Tintins. Tu vois, c'est vraiment un truc gigantesque. Encore une fois, c'est des chiffres, il faut faire gaffe avec moi. Euh, et du coup, il va devenir riche et célèbre, mais vraiment riche. Et il va faire donc trois séries. Donc de 1934 à 1937, donc un par semaine, donc 350 strips, ou attends, il y a combien? Non, il y a 56 semaines, donc 362 strips. Et en 1937, certains de ces strips sont repris par, on lui demande de faire de la propagande pro-nazie, et donc du coup il va décider d'arrêter son histoire. Il faut dire qu'il en a soupé un peu, et à la fin d'ailleurs tu verras que l'avant-dernier strip, il voit plein de merchandising, Vaterunsohn, enfin tu vois les deux personnages qui voient du merchandising, et ça leur fait peur, ça les dégoûte. Et en fait ça s'est réellement passé comme ça, il y avait vraiment des cendriers Vaterunsohn, enfin c'était assez impressionnant. Donc il est devenu très 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 riche, et il fait ce qu'a fait Bill Watterson avec Calvin et Hobbes, sauf qu'au lieu de le faire au bout de 10 ans, il le fait au bout de 3 ans, il fait bon, bah, il arrête. Et il fait le dernier strip de Vaterunsohn qui partent dans le ciel et qui sont longs. Et malheureusement, l'histoire va mal se terminer parce que, pour lui, parce que la propagande va venir le chercher en disant bah mec, maintenant tu vas bosser pour nous. Il va se retrouver à faire des caricatures anti-alliés. Alors il va jamais sombrer dans les trucs un peu dégueulasses, hein, mais il va faire ça. Et en 1944, il va se retrouver en cours d'un bombardement aérien avec un de ses anciens amis journalistes de gauche, et ils vont tenir ce qu'on appelle des propos défaitistes, c'est-à-dire en fait des propos réalistes sur l'issue de la guerre. Ils vont être dénoncés par un voisin, enfermés, et lui il va se suicider en assumant ses propos dans une lettre en disant « mon pote n'a rien fait, c'est moi », et son ami va être pendu aussi. Donc voilà, donc l'histoire est assez dure. Mais la BD est juste un monument d'humour. Alors là, je ne sais pas si on voit cette planche absolument géniale avec le père et le fils qui font des ricochets, et puis il n'y a plus de cailloux. Et le père, dans la nuit, va apporter des cailloux pour que le lendemain, son fils envoie. Il y a des choses. Ce qui est vraiment génial, c'est que si tu veux, il a inventé des trucs d'humour absolument folles. Alors, la plupart comment ça s'appelle, il y a certains journalistes qui ont fait « Oui, alors, il y a des fessées, mais c'est vraiment tendre. » Alors, c'est assez drôle. C'est ridicule, parce qu'en 1935, on s'en fout. Quoi. Ah oui, la fessée, c'est super soft à l'époque. Donc là, tu vois le fils qui va renverser qu'on appelle ça, de l'encre sur un tapis, oui. Et puis il va commencer à dessiner, et puis le père arrive pour le corriger, et puis en fait, il s'aperçoit que c'est pas mal, et ils se mettent à faire des dessins sur le tapis. Enfin, c'est vraiment super mignon. Puis il y a des trucs d'humour complètement absurdes. Alors moi, il y a un moment que j'aime énormément. Il y a un moment où en fait, ils deviennent très très riches. Et en fait, là, quand ils deviennent riches, c'est là, voilà, ils héritent, on ne sait pas très bien comment. Et en fait, il y a ce gag que je trouve exceptionnel, dans lequel il y a un chanteur d'orgue de Barbarie. Qui joue, on peut regarder comme ça directement, on cache qui joue. Et il est très émouvant. Alors le père va lui donner 1000 marques. Alors le joueur d'orgue de Barbarie part et c'est génial. La nuit tombe et le lendemain on revient. Et en fait le joueur d'orgue de Barbarie a acheté un orgue et il se met à chanter. Et c'est assez drôle parce qu'il y a d'une part une espèce d'humour absurde. Ça se moque un petit peu tu vois, de l'idée de capitalisme. Genre avec des moyens plus gros, tu ramasses plus quoi. Et en même temps il y a cette espèce d'humour complètement absurde. C'est ça, on est dans l'absurde, on est dans... clairement, c'est même pas automatiquement une critique, c'est une sorte de logique absurde, aberrante. Voilà, et qui est un humour que moi je pensais voir. Oui, mais très léger. Et je pensais que c'était un truc qui arrivait dans les années 60, 70. En fait, ce mec-là avait
tout inventé. Et voilà, mais il a avancé ça dans les années 30. Évidemment, c'est inconnu en France parce qu'entre 34 et 37, on n'allait pas importer du matériel allemand. Et après 45, on était en plus sous les coups d'accord avec les Américains qui obligeaient les revues françaises à acheter du matériel américain. Donc on a acheté beaucoup de comics, de super-héros, de machin. C'est un peu ce que voulait le public aussi, quand même. C'est aussi ce que voulait le public. Mais par exemple, quand j'ai sorti ce livre-là, je me suis aperçu que tout d'un coup, il y avait une grosse affluence sur mon site venant de Chine. Et en fait, en Chine, c'est hyper connu. Probablement parce qu'il y a ce rapport du père et du fils et de l'enfant unique, tu vois. Donc c'est très très connu, mais je ne le savais pas. Voilà, et alors pour finir sur ce livre, on a mis à la fin… Justement, j'ai une question, est-ce que de Totosch, Monsieur Totosch qui nous dit, y a-t-il du rédactionnel sur cet auteur allemand dans l'ouvrage? Oui, il y a du rédactionnel. Alors on a mis une petite bio en ouverture qui a été écrite par Dominique Hérodi, qui est professeur et aussi enseignant de bande dessinée. Et en fait, quand je faisais la traduction, donc je parle allemand relativement couramment, et quand je traduisais les titres, je suis tombé plusieurs fois sur un texte universitaire en ligne, donc voilà, qui parlait bande dessinée résistance et qui était dévolu à Vaterunsohn. Je confesse avoir piqué une ou deux fois les titres chez eux, comme ça j'étais là, hop là, c'est pas moi. Un peu comme Goscinny, tu sais, qui dans Astérix prenait des citations latines qui piquaient dans le Larousse, comme ça, s'il y avait un problème, c'était pas lui, c'était le Larousse. Et puis à un moment, et je voulais pas le lire, tu vois, je me dis, oh non, non. Puis à un moment, je me suis collé à ça et je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Parfois, on sent que l'auteur, donc Sylvain Farge, qui est un universitaire lyonnais, qui travaille plutôt en linguistique à la base, on sent qu'il a vraiment voulu justifier, mais il y a des choses très vraies, c'est-à-dire qu'à aucun moment on verra le culte de l'homme allemand, c'est-à-dire que le père, hein, normalement il y a un rapport d'autorité, dans Vaterunsohn, le père l'autorité du père est bafouée très régulièrement. Le père met des fessées au fils, mais quasiment dans le premier strip, le tout premier strip de Vaterunsohn, c'est le père le père voit son fils qui sèche, il va aider son fils à faire le devoir, le professeur ramène le fils à la maison et il a eu une mauvaise note et donc il va donner une fessée au père qui a fait vraiment un mauvais devoir. Donc dès le départ, on est complètement dans autre chose. L'autoritarisme tel que le pas. considérait La le famille nazie nazisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mère, mais qui n'apparaît que dans le deuxième strip et on la verra plus jamais. Et on est vraiment, et le père et le fils deviennent très vite en fait des copains. Le père se fait corriger plus qu'à son tour. Même le père et le fils se font avoir. Les sportifs, on sait que le culte que les nazis ont porté fort, sont ridiculisés. Effectivement, on n'est pas du tout… Et d'ailleurs, il y a un moment très beau, à la fin de la première année, le père va emmener… va venir, alors il ne faut pas que je me trompe, voilà, c'est 53, normalement c'est là. Le père va retirer comme ça, va amener son fils à la campagne pendant son sommeil, mais je ne le retrouve pas. Et il y a un policier qui fait passer la voiture du père avec le lit du fils. Et c'est un policier de la République de Weimar. C'est pas du tout un policier nazi, quoi. Donc en fait, il n'y a aucune référence à l'époque réelle. Et après, Sylvain Farge a fait tout un truc en disant, mais si, regardez, il y a ça, ça, ça. Enfin, il y a un certain nombre d'interprétations. J'ai demandé à… Oui, il a essayé d'en faire un résistant ou en tout cas un opposant non, au régime. il a analysé des messages de résistance. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de le présenter. Et donc j'ai contacté Sylvain Farge sur Internet, je lui ai dit, bah voilà, je suis un tout petit éditeur, j'ai à peu près 0 moyens, mais votre texte me paraît trop intéressant pour que je ne vous propose pas au moins de l'éditer. Et il m'a répondu de façon très gentille en me remerciant, en me disant, c'est pas tous les jours que j'ai des compliments sur quelque chose qui n'est pas forcément ma spécialité. Et il m'a dit, et sinon, je suis payé par l'État pour être chercheur, je ne vais pas me faire repayer en plus derrière pour quelque chose, j'ai été payé pour ça. Bien sûr, vous l'avez pour rien, à condition que la revue Germanica soit d'accord, la revue a été d'accord.
On peut trouver son texte en ligne, mais c'était très universitaire. Donc en plus, il a été suffisamment gentil pour tolérer que je fasse une grosse réécriture stylistique. Parce que c'était une thèse. Ouais, c'était une thèse. Et puis surtout, il décrivait vachement ce qui se passait. Tandis que là, en fait, j'ai enlevé toutes ces descriptions. J'ai juste renvoyé vers les pages. Donc voilà. Donc il y a tout un appareil théorique qui accompagne. Et si on parle de l'objet, j'ai fait un objet qui est clairement référencé à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a le graphisme est complètement années 30. Et donc effectivement, il y a cette typo qui est la typo Hero, qui est en fait une typo qui rappelle pas mal de trucs au niveau plutôt de la propagande soviétique. Il y a le choix d'avoir mis des personnages en noir et blanc parce que bon, l'intérieur est en noir et blanc, j'aime pas trop quand on vend de la couleur alors qu'il n'y en a pas dedans. Le dos étoilé parce que c'est un peu un truc à l'ancienne. Alors là tu vas voir, c'est très bête. Tu sais pourquoi il est aussi large? Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il y ait de code barre. Donc en fait, j'ai mis un autocollant et l'autocollant est scotché ici et s'enlève plus facilement. C'est absolument débile, mais c'est vrai. Et puis effectivement, j'ai fait une couverture très douce pour rappeler la couleur. Et puis bon, il y a ce rose aussi, très fluo. Mais voilà, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées. Il y a donc une bio en ouverture. Alors la bio passe un peu sous silence la collaboration de... Donc c'est ça, c'est la bio qui est assez courte. Hein. Qui est assez courte, oui. Mais voilà, effectivement, il mentionne qu'en 40, Erich Chauzer finit par être convaincu de travailler. Dessin, voilà, mais parce que Marc est un très bon ami, c'est aussi un grand fan. Et on a parlé beaucoup de ce livre. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de copains auteurs qui m'ont dit « Ah, tu le fais, c'est génial !» Un ou deux qui m'ont dit « Ah non, je voulais le faire !» Et j'ai Marc Lisano et puis un autre copain qui ont très envie de faire une biographie d'Erich Chauzer parce qu'il a vraiment une vie folle. Donc voilà, on en a beaucoup parlé. Enfin, je suis désolé pour les internautes qui auront sûrement tous décroché, mais pour moi, c'était vraiment un livre tellement important. Et je dois avouer que quand il est sorti, je me suis dit « Bon, bah voilà, là c'est bon, j'ai fait... Demain, je peux fermer ma maison d'édition, j'aurais fait ce livre-là. Ça fait partie de l'histoire de la bande dessinée. Donc, c'est très peu connu. Père et fils, voilà, toutes leurs farces et leurs aventures. Voilà, il y a 300 donc, pages. Chez Varum, 300 pages. Là, on est sur du beau livre, hein, ouais. Comme une intégrale. Mais encore une fois, on a essayé de faire pas trop cher, donc il est à 25 €. Et le dernier élément que tu remarques peut-être pas, mais en fait, c'est qu'il n'est pas très lourd. Non. Parce que justement, je voulais pas faire. Parce que en fait, le propos est léger et je voulais pas que ce soit un livre lourd. Et donc, on a pris ce qu'on appelle un papier bouffant. Et donc, du coup, effectivement, il fait 300 pages, mais il est très léger. Et pour éviter justement d'avoir un truc. Et j'ai pas mal d'amis qui me disent que leur fils de 5 ans le lit. Mais bien sûr. Et que justement, il peut le manier. Mais ce sont des gags un peu intemporels. Ah, c'est complètement intemporel. En fait, les seuls gags que tu peux ne pas comprendre sont des gags géographiques. Par exemple, il y a des gags sur comment on appelle ça, sur le lapin de Pâques. Et le lapin de Pâques, ça ne parle à personne en France, mais en revanche, dans tout le reste de l'Europe et même dans le monde, ce n'est pas les cloches qui apportent les œufs de Pâques, c'est le lapin de Pâques. Enfin, à Pâques, on a toujours aussi des lapins au chocolat. Oui, tu as des lapins au chocolat, mais tu l'associes pas. Enfin, moi, je suis une éducation catho, on me parle des cloches. Donc, tu vois des cloches, tu vois des lapins. Mais les lapins, tu comprendras pourquoi. Or, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et puis au Brésil, parce que j'ai une belle-sœur brésilienne qui m'a dit « Oui, chez nous, on n'a pas de cloche, on a juste les lapins, tout le monde a les lapins. » Et tu vois, j'ai eu 2-3 amis qui me disent « J'ai pas compris le gag avec le lapin. » Et donc tu fais « Ben voilà. » Donc tu as juste des éléments culturels qui peuvent t'empêcher de comprendre peut-être 2 gags sur 300. Ça va aller. Mais c'est complètement intemporel. Je l'ai vraiment inscrit dans le contexte parce que c'est important et que je sais que pour certains lecteurs, ce serait dommage de ne pas donner cette clé de lecture-là, mais réellement, tu peux le lire sans avoir aucune référence. Voilà. Et les gens qui ont fait de l'allemand ont peut-être parfois travaillé sur des strips de Vater Unsohn. Parfait. Donc, et ça, pareil, toujours prévu pour... Ah, ça, c'est sorti. On est à la 2e édition, donc ça, c'est chouette, parce que quand tu es un petit éditeur comme moi, faire une réédition, c'est vraiment que ça fonctionne bien. Et je ne désespère pas d'être en sélection à Angoulême et de gagner un prix. Dans la partie, la catégorie patrimoine. Voilà. On est vraiment dans le patrimoine de la bande dessinée européenne. Et c'est un très, très, très bel objet.
Déjà, rien qu'au toucher, c'est tout beau, c'est tout doux, c'est magnifique. ma grande fierté. Voilà. On va quitter la bande dessinée pour un dernier ouvrage. Ouais, alors là, on fait du copinage familial. Non, du népotisme, le copinage familial. Alors, je dois avouer que je le fais sans honte, parce que d'abord, j'ai pas de honte. Oui, tu n'as honte de rien, toi. Non, de rien du tout. Mais c'est un livre que je connais depuis longtemps, puisque ça fait 5 ans que l'auteur me fait lire des épreuves. Et je dois avouer que les 3-4 premières épreuves, j'ai trouvé ça... On parlait de trucs justement très universitaires. Au départ, c'était sa thèse de mémoire. Et donc voilà, ça s'appelle... Star Wars, un mythe familial, psychanalyse d'une saga de Arthur Leroy. Voilà, Arthur Leroy, avec qui on a partagé un utérus. Voilà. Pas au même moment, non. mais voilà, on est passé par les mêmes endroits, on a grandi dans la même famille. Et donc, du coup, son livre est finalement sorti chez ESF Éditeur, donc ce n'est pas l'école de ski français. Et donc, ESF Éditeur, c'est un éditeur, voilà, psychologie, psychothérapie, voilà. Alors, le seul dessin qu'on verra, c'est celui-ci. Hein. Ouais. Tout reste, ça n'est que de l'analyse. C'était une analyse. C'est une analyse de Star Wars. Et en fait, j'étais assez. En fait, au départ, son projet n'était pas forcément très clair pour moi, mais même pour lui, je pense. Et donc, il ne savait pas trop s'il faisait une introduction à Star Wars via la psychanalyse ou une introduction à la psychanalyse via Star Wars. Et finalement, en fait, il a fait un petit peu les deux. Donc, il y a une véritable analyse épisode par épisode. Donc, il y a les 2 trilogies. Et, dans quel ordre? Dans l'ordre chronologique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas dans l'ordre historique. Et effectivement, il t'analyse tous les messages. Et pour le coup, je sais pas, c'est hyper convaincant. J'étais vraiment très surpris parce que bon, je l'ai lu et puis avec une trouille, c'est de pas aimer le livre de mon frère, tu vois, et de me dire il est nul, oh là là, il est nul. Et ben c'est hyper bien et il finit chaque chapitre. Donc chaque chapitre est axé sur un personnage particulier. Donc ça commence surtout avec Anakin jeune, Anakin enfant, Anakin adolescent, adulte, avec le passage dans le côté sombre, Anakin Dark Vador, avec tout le rapport entre la peau, enfin il y a vraiment plein de choses qui est très intéressant. Enfin il te parle de ces analyses où tu vois que il te parle par exemple des singes, des études qui ont été faites sur les singes, pour lequel le contact de la mère est important et s'accrocher au poil est très important. Et que quand ils n'ont pas de mère, ils se raccrochent au groupe. Enfin, tu vois, il y a tout un truc sur la peau. Et donc, il parle effectivement de cette espèce d'armure que Vador va porter, qui le coupe du monde, qui le protège et en même temps qui le coupe du reste de l'humanité. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et à la fin de chacun de ces chapitres, il reprend le thème abordé. Donc, bon, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a l'oralité, voilà, c'est vraiment pourtant, c'est pointu en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pointu sur Star Wars, pointu sur la psychanalyse et pourtant accessible. Et ça explique justement tous les principes de la psychanalyse? Oui, c'est assez... Si quelqu'un qui n'y connaît rien, comme c'est mon cas sur la psychanalyse, je comprends de quoi on parle? Ouais, tu comprends tout à fait de quoi on parle. Donc c'est vraiment intéressant. Ça t'analyse vraiment ce qui se cache derrière Star Wars et comment ça fonctionne. Tu vois, le titre, un mythe familial, est intéressant parce que ça fait référence à 2 choses. Le mythe, c'est, tu vois, les mythes gréco-latins. En général, c'est le héros qui va se retrouver confronté face à son destin et qui va devoir lutter contre son destin et en général en être victime, avec un résultat à dimension universelle. C'est-à-dire que les conséquences pour le héros, pour Ulysse, pour machin, concernent vraiment toute la société. Ça amène une moralité aussi. Voilà. Et le conte, en revanche, donc tu connais sûrement la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Pas du tout. C'est un livre génial. Ou même chose, il te reprend les grands contes de fées, mais sous l'angle de la psychanalyse, et c'est hyper intéressant. Et le conte, en revanche, t'explique que le conte, c'est toujours un truc très personnel. C'est toujours un enfant dans sa famille qui, à la fin du conte, parfois ça peut être très cruel, hein, tu as des contes vraiment très violents et cruels, mais c'est toujours un enfant par rapport à sa famille, et c'est toujours une situation, on va dire, individuelle. Dans Star Wars, tu as les 2. Tu as le mythe,
Donc la dimension universelle à la fin, voilà, Le bien contre le mal. le bien contre le mal, machin. Et tu as la situation personnelle de l'individu qui trouve sa place dans sa famille. Et typiquement, Anakin ne sait pas d'où il vient. Sa mère est à la fois la mère, l'Immaculée Conception ou la putain, tu vois, parce que c'est la femme de tout le monde, on ne sait pas d'où il vient, machin. Et Luke ne connaît pas ses parents non plus. Il ne sait pas qui sont son père et il y a une inquiétude face à ses origines des deux personnages et une inquiétude face à l'avenir. Sauf que Anakin a des certitudes parce que Anakin il sait qu'il est l'enfant de la destinée. On lui dit du machin. Donc Anakin ne se pose vraiment pas de questions. Tandis que Luke est dans la peur, tu vois, parce que surtout quand il découvre que son père est Dark Vador, puisqu'il a vraiment cette peur. Et ce qui est assez génial, c'est que tout le monde offre deux alternatives à Luke, soit tuer son père, soit devenir son père. Et c'est tout ce qu'on lui offre comme truc. C'est-à-dire que ses maîtres, Yoda ou comme il s'appelle, Obi-Wan, mais surtout Yoda, le pousse à tuer son père, et son père le pousse à le rejoindre, et même Palpatine le pousse à tuer son père aussi. Pour remplacer son père. Pour remplacer son père, à devenir son père. Donc c'est soit tuer son père, soit devenir son père. Et en fait, la solution que va trouver Luke, est donc de sauver son père, il s'invente une troisième solution. Alors on peut faire ah là là oui mais c'est machin. N'empêche que c'est hyper intéressant, cette espèce de rédemption par l'évolution et par trouver une autre solution. Donc ça parle quand même de plein de choses puisque tu as le rapport entre Luke et Leia. Luke c'est quand même celui qui a tout perdu dans l'affaire. Tu vois, Leia elle est élevée par un roi et une reine, lui qui se retrouve fermier, son oncle et sa tante vont être butés, enfin vraiment il y a tout un truc. Mais voilà, et ça se termine avec à chaque fois une analyse que l'auteur a réalisée lui-même comme psychologue avec un enfant, donc c'est pas le vrai prénom de l'enfant, mais il te prend un autre exemple, et donc tu comprends réellement dans un cas incarné les problèmes qui ont été évoqués dans l'analyse. Donc tu rentres dans les concepts psychanalytiques, tu découvres des trucs sur Star Wars, et après tu as un exemple concret. Et ben c'est vachement bien. Et je dis vraiment pas ça parce que c'est mon frangin, sinon j'aurais juste pas parlé du livre. Mais vraiment, ouais, je suis assez bluffé et j'ai appris plein de trucs. Et vu que je sors la psychanalyse du héros qui est là, eh ben, je peux dire qu'il m'a bien aidé, ce petit con. Oui, voilà, c'est ça. C'est que oui, c'est qu'en fait, je me suis servi de. Oui, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'en même moment, moi, je fais une psychanalyse du héros et lui, il fait sa psychanalyse de Star Wars. Donc, que moi, je tire le divan du côté comique et lui, il tire le divan du côté intellectuel. Parce que sur un héros sur canapé, tu t'auras fait aborder, t'auras fait venir Dark Vador. Oui, on a fait un passant de personnages qui. Ouais, on a qui une sont là, psychanalyse du héros de Star Wars complète, Oui. donc de toute façon, on a déjà 16 gags qui existent déjà. Et voilà, et je sais pas combien c'est, puisque c'est pas moi l'éditeur. Il n'y a pas de prix. 19,90 €. Qu'est-ce que c'est 19,90 quand on a la santé? Oui, donc on peut dire qu'en regardant la table des matières, il y a des sujets qui sont, tu vois, le mythe contemporain, donc ça aborde aussi quand même ce qu'est Star Wars dans la société actuelle. Bah oui, parce qu'on sait que c'est une référence qui revient tout le temps. Enfin, on parlait avec Fall de ces références, voilà, de la génération Y qui arrive. Enfin, je veux dire, toute notre génération, le trentenaire, quarantenaire, enfin, le Je suis ton père, enfin, on a tous cette référence. C'est une nouvelle mythologie. Oui, c'est exactement ça. C'est une nouvelle mythologie. Et donc, comme toute nouvelle mythologie, elle amène des lignes dans lesquelles on se reconnaît. Et l'auteur, Arthur Leroy, alors Arthur, hein, je vais l'appeler par son prénom parce que j'y arrive pas sinon, s'est vachement servi en fait de Star Wars pour communiquer avec certains de ses jeunes patients, parce qu'il est psychologue pour ados et enfants. Et donc, de temps en temps, il les a fait parler. Et il raconte aussi comme ça qu'il a eu un enfant et que le père était furieux parce que les parents étaient divorcés et la mère avait emmené l'enfant voir l'épisode 4. Et le père était furieux parce qu'il estimait que c'était
sa passation de pouvoir, hein. Alors que la mère s'en foutait de Star Wars, le père pour lui c'était hyper important. Donc voilà, voilà, j'espère que les lecteurs de Trick Track auront la curiosité d'aller voir ça, et parce que moi je suis assez bluffé. Ouais. Donc je lis un peu à table de matière, le mythe contemporain, rêve et prophétie, la force comme énergie, Anakin ou l'impossible séparation, c'est ce dont tu parlais, je pense, par rapport à la mère, etc. Ouais, et puis par rapport au fait qu'il, tu vois, il n'arrive pas à sauver sa mère, et il va chercher Padmé comme une mère de substitution, et il va essayer d'enfermer Padmé dans ses désirs, et quand elle va pas vouloir, il va vouloir la tuer, quoi. Donc quelque part, il tue sa mère, et tu as tout un truc sur l'amour et la détestation de la mère, c'est assez bien foutu. Darth Vader ou les limites du robot, d'ailleurs il marque Darth Vader. Ouais, il a fait à l'américaine. Pardon. Luke ou la confrontation paternelle, donc ça c'est un grand classique, hein, c'est quelque chose qui nous revient toujours. L'alliance ou les adolescents rebelles, l'amour dans les étoiles, alors ça c'est c'est un peu particulier, tu vois, on parle charnel ou spirituel, le fol amour, le transfert incestueux, danger et bénéfices amoureux. Ça va très très loin quand même, on est presque dans la philosophie presque. Ah ouais, mais c'est pas mal. Entre science et religion, le côté obscur de la pulsion, le héros créateur, le sens et la morale. Donc voilà, donc du coup il a transformé sa thèse en autre chose. Il a transformé sa thèse en livre, mais ça fait 5 ans, 6 ans qu'il la retravaille. Et franchement, je peux te dire que pour avoir lu les moutures précédentes, ça se voit, quoi. C'est très différent. Parfait, donc c'est chez ESF Éditeur, donc 19,90 € de Arthur Leroy. Écoute, je ne sais plus, je crois qu'on a fait à peu près tout le tour. Bon. Oui, tout à fait. On est bien. Je ne suis pas certain que Node soit encore là. Écoutez, si j'espère qu'on vous a tous intéressés par rapport à tous ces albums. Il n'y a plus personne. Tous ces albums qui ont été qui sont y a pas de questions. Sortis ou à venir. Je regarde s'il y a des nouveautés, enfin s'il y a des questions. Donc oui, Totoche nous dit juste qu'il y a certains cinquantenaires ont été voir Star Wars en 77. Oh la chance! Ça va être fou. Ils avaient la première version en plus, parce qu'il faut quand même dire, c'est que le film a quand même été beaucoup remanié. Oui, donc après on a Totoche qui fait des commentaires assez désagréables sur Anakin. Bon, Anakin jeune, effectivement, on peut dire quand même. Sur l'acteur. C'est assez intéressant, enfin, c'est marrant, moi après avoir lu ça, j'ai envie de revoir les trucs justement avec Anakin, quoi. Espèce de truc de personnage de colère, enfin je sais pas, ça me donne envie de revoir le truc. De toute façon, il va bien falloir, avec le 7 qui arrive, je vais devoir me faire un run des 6 premiers. Au moins peut-être des 3 derniers. Enfin des 3 derniers, des 4, 5, 6. Non, de tous. De tous? Ouais, de tous. T'as pas peur, toi? Ouais, j'essaierai quand l'espèce de débile passera, j'essaierai de ne pas faire attention. Mais écoutez, je crois qu'on en a fini, on a fait le tour de tous les sujets. Merci à tous de nous avoir regardés pour cette nouvelle Strip Track. Et puis donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission qui parlera de totalement autre chose. Merci.